C'est la meilleure méthode pour répondre aux besoins de la population. Il faut comprendre pourquoi on a fait les réseaux locaux de services. Dans un premier temps, c'est qu'on est allé avec une approche qui est un territoire, une population et une organisation. Et ça nous permet d'avoir des meilleurs soins intégrés avec une meilleure coordination des soins. Et là, il faut partir du principe de répondre à des besoins de population et d'individus. Donc, par le travail d'équipe, les soins intégrés et l'approche populationnelle, on croit que c'est la meilleure façon de répondre justement aux besoins de population. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai travaillé comme médecin de famille dans un réseau local de services, ce qui veut dire que lorsque le patient se présentait pour voir un professionnel de la santé, à ce moment-là, il y avait une première évaluation qui était faite. Et tout dépendant des besoins, ça peut être en santé mentale, en santé physique ou en problèmes sociaux, à ce moment-là, on pouvait référer à l'intérieur de la même organisation la personne compétente pour s'occuper de cette problématique et de s'occuper de la personne dans son entier. Donc, cette approche fait qu'on a une meilleure coordination et on parle de soins intégrés. Et lorsque vous regardez tous les grands systèmes de santé, ce qui semble faire consensus comme étant les meilleures approches, c'est d'abord une approche populationnelle centrée sur les besoins des patients et également d'avoir cette approche populationnelle pour voir tous les déterminants de la santé qu'on peut prendre en charge. Donc, la transformation qui a été faite depuis 2004 des soins intégrés nous permet que, quelle que soit la maladie que vous avez, quel que soit votre état de situation au niveau de la santé, on peut la prendre en charge localement. Également, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la hiérarchisation des services. C'est-à-dire que si dans votre établissement, on ne peut pas prendre en charge une maladie très spécialisée, à ce moment-là, on va aller au niveau régional et on peut même aller au niveau national. Ce qui fait qu'on offre à la population du Québec et à chaque citoyen que quel que soit votre état de santé, quel que soit l'endroit que vous êtes, on est capable de vous offrir les services pour répondre à vos besoins de santé. La façon dont je dirais aux citoyens, vous savez, quand vous avez un problème, quel que soit votre problème, vous allez consulter à un endroit qui est un guichet unique. Et le professionnel qui est là, il faut coordonner tout l'ensemble de vos services pour s'assurer que vous vous retrouvez facilement dans le réseau. Également, ces gens-là travaillent en équipe à l'intérieur de la même organisation pour s'assurer que tous les services que vous avez besoin puissent être pris en charge. Et à la fin, vous allez avoir un meilleur service qui va vous conduire à une meilleure santé. Donc, ce qu'on veut, c'est une facilité de se retrouver dans le réseau de la santé, mais également, par nos équipes, par les compétences des gens, on veut que la personne reçoive les meilleurs soins. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place ici au Québec, et que vous soyez en Gaspésie, sur la Côte-Nord ou dans le centre-ville de Montréal, vous allez avoir une organisation de services avec une approche et une facilité de consultation qui va être exemplaire comme partout dans le monde. Les grands principes sont les mêmes, sauf que compte tenu que les populations sont différentes et qu'on peut avoir des besoins qui sont différents, à ce moment-là, il peut y avoir une organisation des services qui peut être différente ou adaptée aux conditions de la population. Puis je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en Gaspésie, puis vous avez une population qui travaille au niveau de la pêche, bien, ça vous prend possiblement des services de santé qui puissent prévoir que s'il arrive un accident de pêche ou une morsure par un poisson particulier qui pourrait causer des problèmes, à ce moment-là, il faut être capable de répondre à ces services-là. Par exemple, vous pourriez avoir, si vous faites de la plongée sous-marine en haute mer, avoir une organisation qui soit capable de vous transférer pour aller vous faire traiter si vous avez le mal des caissons. Mais si vous êtes dans le centre-ville de Montréal, vous n'aurez pas ces problèmes-là, mais il peut y avoir des problèmes plus marqués au niveau de la toxicomanie. Donc, tout dépendant des problématiques de chacun des territoires, on va organiser des services. Excepté qu'il y a des services qu'on va retrouver partout. Votre organisation de première ligne, les groupes de médecins de famille, des services à domicile, c'est tous des services qu'on doit retrouver partout, d'intensité variable selon les besoins de population. Et là, on adapte nos services en fonction des populations. Également, il y a des endroits, des régions où la population est plus jeune, il y a des endroits où la population est plus âgée. Donc, si la population est plus âgée, ça va nous prendre plus de services pour les personnes âgées, sauf que même si vous n'avez pas beaucoup de personnes âgées, ça va prendre des services pour ces gens-là. Donc, ça permet d'adapter selon les besoins de population. Il faut comprendre qu'au Québec, notre système est basé sur 3 paliers de coordination et de décision. Vous avez d'abord le premier palier qui est le niveau local, où vous avez l'organisation des services et tout se décide à ce niveau-là en termes d'intégration des services. Après ça, vous avez le niveau régional, où entre les différents C3S, entre les différentes organisations, ça nous prend une planification, une coordination puis une répartition des ressources.
Donc, si vous n'avez pas le service disponible, parce que c'est un service qui est plus spécialisé au niveau local, à ce moment-là, vous allez au niveau régional. Et également, vous avez un troisième niveau qui est le niveau ministériel, qui, lui, doit s'assurer que partout au Québec, il y a une coordination au niveau des services entre les agences et également que l'agence fait son travail au niveau des établissements. Également, pour s'assurer également au niveau de la qualité des services et s'assurer que s'il y a des bonnes pratiques qui sont développées à certains endroits, qu'on puisse les transférer d'un endroit à l'autre pour que s'assurer que tous les gens puissent pouvoir en profiter. Donc, en respectant chacun des niveaux, lorsqu'on se rend compte, c'est que chacun des niveaux est très important. Et l'un ne peut pas se substituer à l'autre. Et l'autre principe qu'on veut dans notre réseau de la santé, c'est que les décisions soient prises le plus près possible de la base, mais en coordination avec le niveau régional et s'assurer qu'au Québec, on a une certaine uniformité au niveau de l'accès des services et de la qualité des soins. Et c'est le rôle que le ministère doit jouer, c'est-à-dire c'est la vue globale de tout le réseau de la santé au niveau du Québec. Bon, c'est les mêmes principes, sauf qu'on est à une étape de maturation qui est différente. Lorsqu'on a mis en place les réseaux en 2004, c'était comme un jeune enfant qu'il fallait qu'il apprenne à marcher. Donc, il y a eu plusieurs expériences de fait. Et on a vu qu'il y a des endroits qui ont mieux réussi qu'ailleurs. Maintenant, on est rendu plus à l'étape, je dirais, où on est comme dans l'adolescence, le jeune adulte, où on a réussi à prendre les meilleures pratiques, les incorporer un peu partout. Là, il faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire finir le modèle pour s'assurer que tous les services soient accessibles de la même façon partout, toutes les meilleures pratiques soient également accessibles. Et pour faire cela, il faut retaper sur le clou. Il faut retaper sur le clou plusieurs fois avec les mêmes messages, mais les principes demeurent les mêmes. Un, c'est une approche populationnelle avec une hiérarchisation des services, mais surtout, c'est une approche patient, une approche clientèle où l'individu est important, tout en tenant compte qu'il faut prendre en charge toute la population. Et je peux vous assurer que dans 10 ans, on va faire les mêmes messages. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que c'est la bonne recette pour avoir un meilleur système de santé. Mais c'est un système de santé qui se développe au cours des années. Et souvent, on ne peut pas régler en 24 heures. Tu sais, on ne peut pas bâtir Rome en une journée. Ça prend plusieurs années. C'est ce que nous sommes en train de faire en répétant le message à répétition. Un, on veut que le citoyen soit impliqué à tous les niveaux. C'est la personne, c'est sa santé. Donc, il y a un principe d'autonomie où on doit la considérer. On doit également lui demander son opinion. C'est sûr qu'elle va écouter les experts, puis elle va régulièrement écouter les recommandations qu'on va lui faire. Mais on veut la participation citoyenne à tous les niveaux, au niveau décisionnel, au niveau des conseils d'administration. On veut également que le citoyen, par différents groupes d'intérêt, nous laisse savoir, pour une certaine maladie, une certaine particularité de santé, c'est quoi que les autres voudraient qu'on fasse comme réseau de la santé. Et c'est la combinaison, l'expertise, le côté politique, le côté administratif, le côté clinique, en combiné avec le besoin de population et les demandes des citoyens, qui va faire qu'on va développer un réseau de la santé qui va être de plus en plus performant. Il ne faut pas oublier, le réseau de la santé existe, dans un premier temps, pour le citoyen. Donc, c'est cette personne-là qui est la plus concernée. Excepté qu'il faut être réaliste. On ne peut pas laisser le citoyen décider seul dans le réseau de la santé, mais il est partie prenante et il est important pour nous qu'on sache en quoi consiste son expérience. Et le citoyen est intelligent. Il va nous laisser savoir qu'est-ce qui doit être fait. Et si on ne sait pas c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes, on ne pourra pas y répondre. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on doit trouver entre les décideurs, les opérateurs sur le terrain et également le client qui est le citoyen. La grande différence, c'est qu'on a une meilleure intégration des services. Auparavant, lorsque vous alliez voir un professionnel, il était laissé à lui-même et par la suite devait se débrouiller pour se retrouver dans le réseau de la santé. Également, on avait des comportements beaucoup plus individualistes où chacun faisait ce qu'il avait à faire et transférait à l'autre. Alors qu'on sait que dans toute organisation, même à l'extérieur de la santé, l'organisation la plus performante, c'est le travail en équipe. Donc, le fait d'avoir une approche systémique par une approche de soins intégrés, à ce moment-là, on utilise au meilleur les compétences de chacun. Et le fait d'avoir des compétences qui sont complémentaires fait qu'à la fin, on offre un meilleur service aux patients. Ce qui a changé, selon moi, c'est que la qualité des soins va aller en s'améliorant. Et en plus de ça, le citoyen va se retrouver beaucoup plus facilement dans le réseau de la santé. Et le fait d'avoir des soins intégrés, ça va nous apporter à avoir une meilleure performance. Quand je veux dire performance, ce n'est pas une question de coût, c'est-à-dire qu'on va en avoir beaucoup plus pour notre argent parce qu'on va avoir une meilleure synergie entre les différents types de professionnels.
On a franchi des points importants, mais il nous en reste encore plusieurs à franchir. Mais je vous dirais qu'on a brisé la cristallisation de l'individualisation de chacune des professions. Avant ça, chacune des professions faisait son travail sans tenir compte nécessairement de ce que les autres faisaient. On était habitué au duo infirmière-médecin. Maintenant, il faut parler infirmière, médecin, nutritionniste, les pharmaciens, les orthophonistes. Donc, c'est vraiment le travail d'équipe. On utilise au meilleur les compétences de chacun qu'il faut faire la promotion pour le futur. Quand je vous dis qu'on est au début, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas rien qui est fait, mais c'est ce changement de mentalité qui prend plusieurs années. Et actuellement, une des belles caractéristiques, c'est que nos professionnels sont formés ensemble. Si vous allez dans nos universités, on parle maintenant du domaine des sciences de la santé. Donc, les cours sont ensemble, ils travaillent ensemble dans les équipes. Et lorsqu'on forme les médecins, entre autres au niveau des médecins de famille, ils vont dans les unités de médecine de famille. Et entre autres, une orientation qu'on a prise récemment avec les infirmières praticiennes spécialisées. Ils vont être formés à l'intérieur des unités de médecine de famille avec les médecins pour justement que tout le monde s'habitue à travailler ensemble en équipe. Donc, encore là, je crois qu'on est rendu à la période fin de l'enfance, adolescence. Maintenant, on s'en va vers la phase adulte. Mais c'est vraiment un projet qui est emballant, qui va prendre encore plusieurs années. Et à chaque année, ça va être mieux que l'année précédente. Donc, c'est quelque chose qui est très positif. Présentement, les programmes des universités prévoient que ça va être le travail en équipe, en misant sur les compétences de chacune des professions. Et également, même au niveau des spécialités, on va parler d'une approche qui est maintenant globale. On a passé d'une période de grande spécialisation à une approche, je vous dirais, globale, holistique de la personne, dans laquelle la personne peut avoir, le professionnel peut avoir des compétences très particulières, très spécialisées, mais il ne doit pas perdre de vue l'approche globale du patient. Et également, dans une université, les gens sont formés à travailler en équipe. D'ailleurs, les programmes ont changé au niveau de l'éducation. Maintenant, même au niveau du primaire, on leur demande de travailler en équipe parce qu'on sait que vous avez beau être le meilleur joueur autour de la table, si vous êtes tout seul, vous allez avoir des moins bons résultats qu'une équipe de gens qui sont compétents puis qui n'ont pas nécessairement des superstars. Donc, c'est le principe qu'on a développé dans le réseau de la santé. Et vous savez, nos professionnels sont très bien formés. Donc, la qualité est très élevée. On est reconnu au niveau mondial pour nos médecins, nos infirmières, nos nutritionnistes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre les compétences de chacun puis bien les faire travailler en équipe et ne pas perdre de vue que le plus important, c'est le service qu'on donne aux patients. Donc, il faut laisser nos intérêts particuliers de chacune des professions pour utiliser nos compétences pour avoir des meilleurs résultats sur l'état de santé et la personne elle-même qui est le patient. Bon, ça va relativement bien parce que lorsqu'on a mis ça en place en 2004, les gens ne savaient pas trop quelle forme ça allait prendre. Il ne faut pas oublier que la réforme consistait souvent à faire travailler le milieu hospitalier avec le CLSC et avec les soins aux personnes âgées, entre autres les soins qu'il y avait au CHSLD. L'autre travail de coordination, c'est avec les organismes communautaires, les cliniques médicales et également les pharmacies communautaires et tout ce qui tourne, qui gravite autour de la santé. Et actuellement, le C3S a très bien fait l'intégration des trois missions principales, hospitalières, CHSLD et CLSC. Il y a un travail qui est fait au niveau des cliniques médicales avec les groupes de médecine de famille où les infirmières proviennent de la mission CLSC, mais ils travaillent à l'intérieur des cliniques médicales avec les médecins. Mais au niveau des groupes communautaires également, il y a un travail qui est fait, beaucoup en santé mentale, les groupes sociaux, au niveau de la toxicomanie. Maintenant, il faut réussir à mettre du ciment et avec les années, les gens sont habitués à travailler ensemble. Et là, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir encore une meilleure coordination. Je vous dirais qu'on a franchi 70 à 80 du chemin. L'autre 20 il va venir avec l'expérience et avec le temps. Là-dessus, on peut le dire, le modèle des C3S est un modèle qui était gagnant. Et c'est un modèle, d'ailleurs, j'étais en Europe récemment, puis on a discuté également avec les gens de l'Ontario. C'est des modèles qu'on appelle la territorialisation, c'est-à-dire, c'est, comme je disais, un territoire, une population, une organisation. C'est un modèle qui nous est envié tant en Europe qu'au niveau des autres provinces canadiennes. Il y a une très grande valeur. Premièrement, c'est que la santé, ce n'est pas désincarné du reste de la personne. Et dans les grands déterminants de la santé, on a l'éducation, l'emploi et le côté familial. Donc, plutôt que de traiter des problèmes de santé, on préférait les prévenir. Et la façon de les prévenir, c'est d'abord de commencer au niveau de la famille elle-même, après ça au niveau de l'éducation et également sur le marché de l'emploi. Donc, c'est cette combinaison-là qui va donner une bonne synergie qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, c'est de garder les personnes le plus longtemps possible en bonne santé.
Et également, il y a beaucoup de problèmes qui sont issus de ces milieux-là, dans le milieu du travail, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Donc, si on intervient directement pour faire de la prévention dans les milieux de travail, qu'on travaille également au niveau de l'éducation dans le système scolaire, on pense qu'il va y avoir moins de pression sur le système de santé, on va pouvoir mieux utiliser les ressources. Ce qu'on veut, c'est rendre nos gens le plus âgés le plus longtemps possible en bonne santé. Mais s'ils ont des problèmes en cours de route, on veut les prendre en charge. Mais tout ce qu'on peut prévenir, on devrait le prévenir. Tout ce qu'on peut prendre et détecter de façon précoce, on devrait le faire. Et naturellement, si ça devenait le cas de quelqu'un une grosse maladie, qu'on soit capable de les prendre en charge. Donc, c'est vraiment cette organisation des services en combinaison avec les autres organismes. Également, je voudrais insister sur les organismes communautaires qui sont des partenaires essentiels. Les organismes communautaires rejoignent des clientèles qui souvent sont plus difficilement rejoignables dans le réseau de la santé et en plus sont des partenaires pour justement les groupes d'intérêt. On parle en santé mentale, la maladie physique à long terme, les gens qui ont le diabète. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a eu soit le problème ou que dans la famille, il y a une personne qui a le problème pour comprendre l'importance de prendre ça en charge. Et là-dessus, nos organismes communautaires nous aident énormément. Quant à moi, l'équilibre se fait entre avoir des bonnes organisations au niveau du C3S, une bonne organisation au niveau des cliniques médicales et des autres partenaires reliés au réseau de la santé, et également d'avoir des organismes communautaires qui travaillent en collaboration. Ce qui est important, c'est qu'on doit tous travailler dans le même esprit, c'est-à-dire d'offrir des meilleurs services aux patients pour qu'ils puissent rester en santé le plus longtemps possible. Bien, les gens ont toujours des craintes par rapport à de se faire empiéter sur leur champ d'intérêt ou sur leur champ de travail. Et puis, entre autres, on a travaillé un projet de loi dans lequel on impliquait les organismes communautaires. Ils venaient tous nous dire, on veut travailler en collaboration avec le réseau, mais on veut garder notre autonomie. Moi, je pense, comme ministre et personnellement, que les organismes communautaires doivent être à l'extérieur du réseau de la santé. Tout simplement parce que c'est cette particularité d'autonomie et de défendre une cause spéciale qui les rend si utiles. Sinon, ce serait tout simplement des employés du réseau de la santé. Donc, il y a cette mission que je vous dirais qui leur est propre, qu'on veut préserver. Par contre, je pense que les organismes communautaires l'ont compris également, que si on octroie de l'argent du public, on est également en droit d'avoir une certaine reddition de comptes tout en préservant leur autonomie. Donc, c'est cet équilibre-là encore qu'il faut rechercher, c'est-à-dire les laisser faire, bien faire leur mission et en même temps être capable de s'assurer que l'argent est bien utilisé, mais sans nécessairement leur dire quoi faire. Donc, pour ça, pour nous, je pense que c'est quelque chose qu'on veut préserver et je les ai assurés en commission parlementaire qu'il était important qu'ils gardent leur autonomie et qu'on va tout faire pour que ça reste comme ça. Un, c'est qu'il ne faut pas qu'une compétence est plus importante qu'une autre, mais savoir qu'il y a un ensemble de compétences qu'on peut retrouver d'un niveau variable pour chacun des professionnels. La première compétence, c'est capable d'interrelation interpersonnelle avec les gens. Être capable de travailler avec les autres, être capable de bien travailler en équipe. Le travail d'équipe, actuellement, est essentiel. Et ça doit être basé sur des compétences personnelles au niveau du travail. Bien connaître le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes un gestionnaire, des habiletés par rapport à la gestion. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un comptable pour faire de la gestion, mais vous êtes obligé de comprendre les chiffres. Vous n'êtes pas obligé d'être un psychologue, mais vous êtes obligé de comprendre la relation avec les autres et avoir beaucoup d'empathie. Également, vous devez maintenant être basé sur une approche qui est basée sur les résultats, mais surtout, ce qui est le plus important, ça prend des gens que leur première considération, c'est d'offrir un service à des clients qui sont nos patients. Donc, cette approche populationnelle, cette approche compétence et cette approche clientèle, tout ça combiné ensemble va faire qu'il faut aller chercher des profils particuliers. Et encore là, il faut faire attention parce que tout dépendant du type de travail que vous avez besoin de faire, ça peut demander un regroupement d'habiletés qui peuvent être différents. Et quand on parle d'un regroupement d'habiletés qui peuvent être différents, c'est-à-dire que si vous avez besoin, à un moment donné, dans un service, que c'est plus quelqu'un qui a besoin de relations interpersonnelles, il faut aller chercher ce profil-là. La force du réseau de la santé, vous avez des gens de différents horizons, avec différentes qualités. Il faut aller puiser dans ces gens-là la bonne personne pour faire le bon travail. Quand je donne des conférences, ce que je dis souvent, la chose la plus importante de tout le réseau de la santé, c'est de choisir les bonnes personnes pour le travail qui a besoin d'être accompli. Et je continue à penser qu'en gestion, la première mission d'un directeur, la première mission d'un cadre,
c'est de bien choisir ces personnes-là pour être capable de faire le travail. Moi, j'étais quelqu'un qui était travaillé dans le réseau depuis 1982. Et en 2004, on avait vraiment senti qu'il allait y avoir une transformation. Auparavant, chacune des missions travaillait indépendamment. Le CLSC travaillait indépendamment de l'hôpital et le CHSLD travaillait indépendamment des CLSC et de l'hôpital. Ce qu'on a vu, c'est qu'en se regroupant, on partageait tous le même intérêt. Et plutôt que d'avoir une approche mission, on a une approche patient. Et je vous dirais qu'après 8 ans que nous sommes dans la transformation, et ce qu'on avait dit au début, c'est que ça prendrait 5 ans avant qu'on réussisse à avoir une culture commune. Et sans être surpris, je me suis vraiment rendu compte que ça a pris 5 ans avant qu'on puisse intégrer toute cette notion d'avoir une seule organisation. Maintenant, les gens qui sont dans le réseau de la santé ne parlent plus en fonction de l'hôpital, du CLSC ou du CHSLD, ils parlent en fonction du C3S. Et je pense que c'est la grande transformation qu'on a réussi. Moi, je pense que c'était un des plus grands succès qu'on a fait au cours des 30 dernières années. D'ailleurs, ce que je dis et ce que je vais continuer à dire, la plus grande transformation du réseau de la santé après l'arrivée de l'assurance maladie, c'était la transformation de 2004 avec la fusion des établissements de santé, avec la nouvelle approche, l'approche populationnelle, puis également la hiérarchisation des services. Et c'est ce qui probablement qui va nous aider le plus à passer à travers tous les services qui sont demandés par la population avec ce type d'approche. Les défis des prochaines années, dans un premier temps, c'est de bien définir les clientèles et leurs besoins et de voir les grandes tendances. Si vous me demandez en date d'aujourd'hui les grandes tendances qu'on voit, c'est d'abord tout le vieillissement au niveau de la population, l'approche des maladies chroniques, également tout le cancer qui est en progression, tout simplement parce qu'il y a des maladies qu'on a vaincues ou qu'on a réussi à diminuer, qui fait que les gens vivent plus vieux et ont plus la possibilité d'avoir un cancer. Et tout ça sans négliger les autres grandes maladies et de bien prendre en considération que même si vous avez une maladie très rare, c'est important que le système de santé soit capable de répondre à vos besoins. Donc, la première chose, c'est de bien définir les clientèles et les besoins et de voir l'évolution au cours des années. Deuxièmement, c'est de se donner une organisation qui est très performante en termes de soins intégrés, de coordination des services et de hiérarchisation des services. Et le troisième grand défi, ça va être un défi de ressources humaines, c'est de s'assurer que les gens qui travaillent dans le réseau soient capables de répondre à tous ces besoins, tant en termes d'organisation des services qu'au niveau des besoins des clientèles. Donc, les ressources humaines sont au cœur de notre stratégie. Tout ça, naturellement, avec un système dans lequel on doit avoir une pérennité, c'est-à-dire qu'il faut être assez performant pour être capable de se payer, de financer le système de santé. Mais je vous dirais que le financement, il va venir, puis il va être adéquat si on réussit à avoir une belle performance en termes d'organisation des services et qu'on définit bien les clientèles. Fait que pour moi, ce n'est pas indépendant l'un de l'autre, c'est de tout faire ça en même temps. Et je dois vous avouer qu'ici au Québec, on est très bien positionné actuellement, tant au niveau du contrôle des coûts que de la mesure de nos clientèles. Et encore là, ce qui nous donne une chance, c'est le fait qu'on a fait la transformation de 2004, parce que si elle n'avait pas été faite, aujourd'hui, il faudrait la faire. Donc, on a pris de l'avance par rapport à d'autres endroits, entre autres les autres provinces canadiennes et puis en Europe. Ce qu'on voit, c'est que tous les systèmes font des transformations. Puis au Québec, le fait d'avoir fusionné par territoire avec une seule organisation, dans les autres provinces, ce qu'on voit, c'est que, dans le premier temps, c'est que souvent les services sociaux ne sont pas avec la santé. Donc, puis c'est des services qui sont souvent interreliés. Deuxièmement, tout ce qui est personnes âgées est dissocié du système de santé, entre autres au niveau de l'hébergement, alors que nous autres, c'est déjà intégré. Donc, nous autres, on peut prendre en charge la personne depuis pratiquement avant la naissance jusqu'à sa mort à l'intérieur du même système de santé. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que dans les autres provinces, ils veulent avoir le même type de modèle. Et en Europe, entre autres en France, où j'étais récemment, eux autres ont commencé à faire la régionalisation des services, qui a été fait il y a 20 ans. Tandis, après ça, l'autre étape qu'ils veulent faire, c'est la territorialisation, c'est-à-dire par territoire être capable d'intégrer les services, donc pour avoir une meilleure coordination. Ici, au Québec, c'est déjà fait. Donc, je vous dirais qu'on a pris de l'avance par rapport à ça, mais on a d'autres défis. Le défi de vieillissement de la population, de l'organisation des services. Et tous les systèmes développés ont à répondre à cet ensemble de défis. Je pense que c'est surtout d'avoir une vision réaliste d'un système de santé
et de voir qu'un système de santé, ça offre une quantité phénoménale de services. Et la façon de juger un système de santé, c'est de voir nos grands indicateurs, est-ce qu'ils s'améliorent ou pas avec le temps. Là, on parle de l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'espérance de vie en bonne santé sans handicap. Également, il faut voir que les grands défis des prochaines années vont être définitivement encore l'accessibilité des services. Comment on peut faire pour avoir des services qui sont plus en temps réel et qui répondent directement aux besoins de la population. Donc, ça va être nos grands défis des prochaines années.